Donc effectivement, je vais revenir donc, sur ces enjeux de qualité du travail et de l'emploi en me centrant sur les propositions, mais effectivement au passage, je vais quand même aussi rappeler quelques constats. Alors pour commencer, sur les enjeux, enfin il me semble important de souligner les enjeux de la qualité de l'emploi et les enjeux de la qualité de l'emploi et du travail. Quand je dis qualité de l'emploi dans mes travaux, ça renvoie en fait à la fois à des dimensions d'emploi et de travail, je vais y revenir. Alors d'abord il y a une actualité, c'est intéressant quand même pour cette année, il y a une actualité européenne puisque la Commission a annoncé donc une perspective de discussion avec les partenaires sociaux sur la question de la qualité de l'emploi et du travail, donc ce qu'ils ont appelé la Job Quality Roadmap. Alors pour l'instant on ne trouve pas beaucoup d'éléments, donc j'ai fait un peu des recherches sur la question, on ne trouve pas beaucoup d'éléments en ligne sur ces discussions, donc je ne sais pas comment elles se passent. Je sais juste que c'est toujours quelque chose qui est sur la table et que donc il devrait y avoir des choses qui seront publiées en fin d'année 2025. C'est intéressant, je pense, malgré tout, parce que ça montre du coup, que ce sujet est sur la table également donc à l'échelon européen. Avec comme justification, dans ce que j'ai pu lire comme document sur cette roadmap, l'idée à la fois de s'appuyer sur ce qui a pu être développé dans le passé, donc les indicateurs qui ont pu être développés à l'échelon européen, je vais y revenir, mais aussi de tenir compte justement aussi du contexte social, politique, économique, qui rend plus important aujourd'hui cette discussion, notamment parce que globalement on a une amélioration de la conjoncture, une baisse du chômage, donc du coup la question des tensions sur le marché du travail, c'est une question forte dans un certain nombre de pays. Il y a la question de la soutenabilité du travail et de l'allongement de la durée de la vie active qui ne se pose pas qu'en France, elle se pose aussi ailleurs. Enfin voilà, toutes ces questions qui font du coup que la question de la qualité de l'emploi est sur la table. Alors au-delà de ce contexte particulier de cette année, donc pourquoi c'est important la qualité de l'emploi? C'est parce que donc si on regarde les travaux existants, travaux académiques existants, on voit effectivement que c'est un facteur de satisfaction au travail extrêmement important, de bien-être. Donc Bruno l'a dit, ou le dit régulièrement, il y a aussi donc tous les aspects qui par ailleurs donc, peuvent conduire aussi à un lien entre cette qualité de l'emploi, cette satisfaction au travail, ce bien-être au travail et donc le vote, la contestation sociale, etc. Ça c'est du côté des salariés, mais du côté des entreprises, on a aussi des travaux qui ont été synthétisés par exemple par une revue de littérature de l'OCDE sur ces questions, qui montrent bien que la qualité de l'emploi c'est aussi un facteur de productivité, de compétitivité pour les entreprises. Ce qui donc fait qu'on a donc, des résultats favorables, non seulement du côté des salariés, mais aussi du côté des entreprises. Comme je l'ai un petit peu dit en introduction tout à l'heure, ces enjeux sont renforcés par le contexte dans lequel on se situe actuellement de transition, de double transition, à la fois technologique et écologique. Pourquoi? Parce que c'est un contexte qui tend à augmenter les risques et les inégalités entre travailleurs. Je trouve que c'est important de l'avoir en tête, parce que donc, les transformations du travail sont fondamentalement inégalitaires. Ce qu'on voit dans les travaux de recherche, c'est que le numérique, pour l'instant il y a peu de travaux, mais le numérique en tout cas avait conduit globalement plutôt à des effets négatifs sur l'emploi et le travail, des professions peu qualifiées, etc. Donc du coup des enjeux en termes d'inégalité. Et de la même manière, quand on parle de la transition écologique, on sait que les métiers verts ou verdissants sont des métiers qui peuvent avoir des conditions de travail, se caractériser par des conditions de travail qui sont des conditions de travail difficiles. Je pense que Nathalie en reparlera. Donc tout cela crée un contexte dans lequel ces enjeux d'inégalité dans les évolutions de la qualité du travail et de l'emploi sont particulièrement importants. Et enfin, donc, le dernier point qui pour moi est évidemment important dans le contexte, c'est le fait que le constat de départ, si on regarde les recherches existantes, c'est que la situation française est peu favorable au regard de nos voisins européens, et donc on a de très grandes marges d'amélioration. C'est dans ce sens-là qu'on le prend dans l'ouvrage, on essaie de voir ce qu'on peut améliorer, et effectivement, là, les marges d'amélioration, dans le cas français, sont particulièrement importantes. Alors, une fois ces enjeux posés, donc dans le chapitre, je réfléchis autour de 3 propositions
qui ne sont bien sûr, qui ne résument absolument pas l'ensemble des propositions qui sont en lien avec ces questions de qualité de l'emploi et du travail, parce qu'il y en a en fait dans les autres chapitres, il y en a aussi donc sur le site de la Ville des idées. Mais là, j'ai choisi de me concentrer sur 3 types de propositions. La première, qui est un petit peu, qui est la plus large et qui est la plus en lien en fait avec les travaux de recherche qu'on a pu conduire jusqu'à présent, c'est celle qui consiste à proposer des outils de mesure et de suivi régulier de la qualité de l'emploi. Je vais y revenir. La seconde, qui là vient là encore de travaux de recherche qu'on a pu conduire, mais aussi d'échanges avec des entreprises, de comparaison internationale, etc. C'est l'idée d'une flexibilité contrôlée par les salariés. Je vous dirai un petit peu plus ce que j'entends par là. Et enfin, parce que la question des rémunérations est une question importante dans les composantes de la qualité de l'emploi et du travail, même si elle n'est pas exclusive, j'ai aussi trouvé intéressant d'introduire des éléments de réflexion autour de la question du salaire vital, qui est très peu abordée en France, alors qu'elle est beaucoup abordée dans une perspective internationale. Alors, premier point, je vais les reprendre une par une, sans entrer dans les détails, mais en essayant de vous montrer à chaque fois sur quelle démarche je m'appuie pour effectivement faire ces propositions, et puis sachant que ce sont des choses qui restent ouvertes, notamment sur le premier point, c'est des choses qui doivent être ensuite adaptées en fonction de ce que serait aussi le choix des acteurs sociaux autour de ces questions. Donc, première chose sur la mesure et le suivi de la qualité de l'emploi. Le point de départ, c'est de dire qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est la qualité de l'emploi et du travail quand on en parle. Il y a eu toute une période où c'était flottant, il y avait des débats, il y avait plein d'outils de mesure. Aujourd'hui, je pense que c'est bien établi et stabilisé. C'est stabilisé autour d'une définition qui notamment a été clarifiée par Eurostat, que vous avez à gauche du coup sur l'écran, qui existe depuis 2015 et qui est celle que suit à la fois Eurostat mais aussi la Fondation de Dublin dans ses publications autour de l'enquête européenne sur les conditions de travail. Donc, définition multidimensionnelle, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui reprend effectivement à la fois des éléments de rémunération, sur les rémunérations, des éléments sur les conditions de travail, à la fois physiques, mais aussi environnement social, risques psychosociaux, les questions d'horaire, les questions de formation et de carrière, de conciliation avec la vie familiale, et de participation, de dialogue social de manière plus large en entreprise. Donc cette définition en France, on l'a reprise dans le cadre d'abord de la mission portant sur l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de la seconde ligne, pour la reconnaissance des travailleurs de la seconde ligne. En 2021, j'avais proposé de reprendre cette définition en 6 dimensions, et ça avait été accepté dans le cadre de la mission, donc sur la base d'une discussion avec les partenaires sociaux aussi, ça reprend les dimensions que je viens d'évoquer, hein. Et on l'a également décliné dans une note de France Stratégie où on a donc utilisé cette approche au niveau des métiers, donc pour effectivement situer les métiers en France en matière de qualité de l'emploi et du travail, et identifier les points qui étaient des points sur lesquels on avait effectivement des déficits en matière de qualité de l'emploi et du travail, métier par métier, et les voies d'amélioration. Donc tout ça pour dire que le cadre, on l'a maintenant, et par ailleurs, deuxième chose, on sait l'utiliser, au sens on sait l'utiliser pour produire des indicateurs avec les enquêtes existantes. Donc si on parle de mesurer la qualité de l'emploi, on sait faire. On sait faire à la fois dans les administrations statistiques, on sait faire en tant que chercheur, et même dans certaines enquêtes, à partir de certaines enquêtes, on sait faire au niveau d'une entreprise par exemple. Alors je me suis appuyée, je vais revenir après là-dessus, du coup je vous montrerai après 2-3 éléments que j'ai voulu mettre en avant dans les graphiques précédents. Donc ce que je propose en fait du coup sur cette base-là, c'est donc de mettre en place quelque chose qui pourrait s'appeler un observatoire de la qualité de l'emploi et du travail. Alors l'inspiration de cette proposition vient d'expériences étrangères que j'ai pu observer. En particulier une qui est donc une expérience allemande, qui est donc le Gute Arbeitsindex, qui est produit par l'ADGB. Donc on est sur effectivement du coup là en Allemagne une proposition et un indicateur développé par un syndicat.
mais qui fait référence dans le dialogue social, qui est utilisé de manière importante avec des déclinaisons par branche, etc. Donc ça, c'est un exemple intéressant, je pense, même si en France, on imagine bien que c'est pas forcément de cette manière-là que ça pourrait être mis en place, parce que c'est plus difficile pour les syndicats français d'avoir les moyens de mettre en place ce type d'outils. Hein. La DGB, c'est un syndicat puissant avec énormément de moyens. Je ne pense pas qu'on puisse transférer ça directement en France, mais c'est intéressant de voir comment ils l'utilisent. Dans un autre modèle complètement différent, beaucoup plus libéral, au Royaume-Uni, on a aussi des données qui ont été développées en matière de qualité de l'emploi et du travail par à la fois donc des données, un institut qui publie des données pour des responsables RH, le CIPD, vous avez les références dans le chapitre, et puis aussi des chercheurs qui ont mis en place un index qui est basé sur vraiment un questionnaire très rapide qu'on remplit en ligne et qui s'appelle How Good Is Your Jobs? Ah oui, il ne reste pas beaucoup de temps, je pensais pas que c'était... donc voilà, donc du coup c'est basé sur cette... Pas trop longtemps, c'est basé sur ces expériences étrangères. Et alors pour la France, moi ce que j'ai en tête, c'est quand même quelque chose qui plutôt donc associerait les services statistiques ministériels, donc la DARES en particulier, bien sûr, l'INSEE, des partenaires sociaux et des chercheurs, pour publier régulièrement un tableau de bord avec l'ensemble des données disponibles. Donc l'idée, c'est de regrouper des choses qui aujourd'hui sont dispersées et de les mettre dans un cadre dans lequel on pourrait trouver toutes les données existantes sur la qualité de l'emploi et du travail, déclinées à différents niveaux, donc à l'échelle nationale, et quand c'est possible, ça dépend des bases de données, au niveau du secteur, au niveau des métiers, au niveau de la branche, et aussi, évidemment, au maximum au niveau des entreprises, puisque un enjeu ensuite, c'est aussi bien sûr le suivi au niveau des entreprises. Donc voilà pour la première proposition. Ensuite là-dessus, à partir de ces indicateurs, on peut aussi imaginer de construire un index synthétique qui permette de résumer des tendances et qui soit un petit peu une espèce donc, de point de repère pour voir si la qualité de l'emploi s'améliore, se dégrade, et en fonction de ça, avoir imaginer des mesures pour corriger, ensuite se concentrant sur les dimensions qui posent problème. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je reviendrai après éventuellement sur les graphiques dans les questions. Le deuxième axe, donc la deuxième proposition, c'est celle qui consiste donc à donner plus de contrôle sur la flexibilité, notamment des horaires, pour les salariés. L'idée ici, c'est qu'on a dans des travaux de recherche sur ces questions, on peut montrer que la capacité de contrôle des salariés sur leurs horaires est quelque chose qui vient atténuer les effets négatifs sur la santé, sur la satisfaction au travail, des horaires atypiques. Or, les horaires atypiques, on ne peut pas toujours les éviter. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, pour avoir travaillé sur le métier de la seconde ligne, j'ai pu le voir, il y a des métiers où ça n'est pas possible. Vous aurez toujours une amplitude horaire qui sera importante, vous aurez toujours du travail de nuit, vous aurez toujours du travail du soir, etc. Du coup, la question, c'est comment on fait pour que dans ces métiers-là, et ces métiers restent soutenables malgré ces horaires atypiques. Or, l'idée, c'est que ce que montrent les travaux de recherche, c'est que le fait d'avoir une capacité de contrôle, d'anticipation, c'est quelque chose qui, effectivement, va atténuer les effets négatifs. Donc, comment faire en pratique? Donc, en pratique, alors au niveau entreprise, on peut voir qu'il y a des outils aujourd'hui de gestion des horaires avec des plannings qui tiennent compte des préférences des salariés qui sont intéressants. Ça suppose aussi évidemment ensuite des possibilités d'échange de créneaux horaires, de flexibilité au niveau des équipes, mais bon, voilà, je ne rentrerai pas dans les détails ici. On peut aussi imaginer des nouveaux droits comme sur le modèle de ce qui a été créé récemment en Allemagne, qui est encore peu utilisé, la possibilité de passer de manière temporaire à temps partiel pour faire face à des difficultés diverses ou à des problèmes de conciliation, etc. Avec la garantie d'un retour à temps plein, c'est-à-dire qu'on fixe c'est au minimum 1 an, maximum 5 ans, on demande à passer à temps partiel, mais on est sûr de pouvoir revenir à temps plein. En France, dans le privé, c'est pas garanti. Et enfin, un outil que je trouve toujours très intéressant dans cette question du contrôle sur les horaires, dans une perspective qui est une perspective plus longue, c'est le compte épargne-temps. Et c'est vrai que le compte épargne-temps, il est peu utilisé, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les entreprises françaises, et donc on n'a pas vraiment c'est pas vraiment un outil du coup, de gestion du temps au fil des carrières, et ça devrait l'être davantage. Donc voilà, ça c'est le deuxième axe. Et enfin, donc, je discute donc aussi dans le chapitre de la question du salaire vital. Alors l'idée là, c'est de partir du constat que, pour moi évidemment, il ne faut absolument pas remettre en cause le salaire minimum. Le salaire minimum français, c'est un outil qui marche.
Mais il ne suffit pas dans tous les cas à protéger de la pauvreté, puisque donc on a des situations qui sont des situations de temps partiel subi, des situations de temps fragmenté qui font qu'on va avoir des gens qui ont quand même des revenus qui sont très faibles. Donc il faut avoir une réflexion là-dessus, sur donc cette question des temps partiels qui n'aboutissent pas à des niveaux de revenus suffisamment élevés. On a aussi le problème de la dynamique salariale en cours de carrière qui se pose et qui est relativement faible en France comparativement à d'autres pays, parce qu'on a des problèmes de promotion, de transition professionnelle qui restent. Donc là, il y a plein de choses à aller chercher. Il y a aussi la VAE, etc., pour faire progresser les gens. Changer de métier, enfin il y a plein de choses, mais en tout cas, voilà, cette question doit être posée, le salaire minimum, ça ne suffit pas. Et dans cette perspective, je pense qu'au niveau entreprise, pour moi c'est au niveau entreprise, une réflexion qui est intéressante quand même, c'est ces axes de réflexion sur le salaire décent, le salaire vital, tels qu'ils ont pu se développer à l'échelon international, et surtout dans les pays anglo-saxons où le salaire minimum est bien plus faible. Hein. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet d'avoir une référence sur laquelle les entreprises et les partenaires sociaux aussi peuvent s'appuyer pour des négociations qui visent justement à améliorer le niveau de rémunération des salariés, à la fois donc, mais au-delà bien sûr du salaire minimum. Donc il me semble que même si c'est peu développé en France aujourd'hui, bon, il y a Michelin qui en a parlé, mais ça reste quand même extrêmement limité, c'est un enjeu de réflexion et c'est pour ça que je voulais l'aborder dans l'ouvrage. Il y a aussi un enjeu ensuite éthique, hein, puisque du coup, dans les propositions internationales, en tout cas, il y a l'idée non seulement de fixer un niveau de salaire décent dans l'entreprise, mais aussi de garantir le fait que les sous-traitants, y compris à l'international, effectivement, eux aussi ont des pratiques de rémunération décentes. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui me semble intéressant et important. Je vais m'arrêter là, j'ai dépassé, je pense, le temps, désolé.